Bon, je vais commencer du coup. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Ilyas Ganachi. Je suis coordinateur de projet au sein de l'Alliance Alice. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux résultats d'une étude qu'on a menée en 2024 sur la décarbonation de l'agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire. Juste avant de commencer, je tiens à présenter Alice. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ou pas dans la salle. Mais du coup, nous sommes une alliance d'acteurs de l'industrie qui a pour vocation de fédérer et innover pour décarboner l'industrie. Globalement, on a trois missions principales. La première, c'est de rassembler les différents acteurs de la filière pour les faire travailler collectivement sur la question de la décarbonation. On a aussi un enjeu de soutenir le développement des offres de solutions de décarbonation qui soient, c'est important de le préciser, mais performantes et aussi différenciantes. Et puis la dernière partie, c'est soutenir les industriels dans l'accélération de leur décarbonation. Voilà. En termes de domaine d'intervention, j'y reviendrai un peu plus tard parce que vous allez voir, c'est une approche globale que l'on suit dans le cadre de nos activités et notamment de nos études. Mais on touche un petit peu à tout ce qui est lié à la décarbonation, plutôt axé site industriel, mais pas que. On est ouvert aussi sur tout l'écosystème. Voilà. En termes de structure, du coup, on est un modèle qui repose sur un système d'adhésion. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'adhérents parmi tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'industrie, donc que ce soit des industriels exploitants, des offreurs de solutions, des énergéticiens, des bureaux d'études, etc., des acteurs du financement. On est une structure d'animation qui est neutre et indépendante. Voilà, c'est important de le préciser aussi. Puis on a aussi en bas, au milieu, nos membres fondateurs. Donc on a été créé en 2018. On est une petite structure assez nouvelle encore, qui a été créée par un certain nombre de centres techniques et un cabinet de conseil qui s'appelle Bluenomi. Voilà. En termes d'activités, on pourrait découper nos activités en quatre grandes branches. La première partie, la principale d'entre elles, c'est la réalisation d'études collectives pour le compte de nos adhérents. Donc c'est un petit peu dans ce cadre-là aussi que j'interviens aujourd'hui. On a aussi une partie animation du réseau Alice. Donc vu qu'on a une structure d'adhérents, on les fait rencontrer. Donc on a 3-4 rencontres adhérents par an. On organise aussi des événements type congrès, type voilà, sur des journées techniques, etc. Et puis on a aussi un enjeu de valorisation de la filière décarbonation. Donc c'est aussi un peu dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui pour valoriser les travaux qu'on a pu mener. On ne dévoile pas tout parce que c'est surtout réservé à nos adhérents, mais partager quand même quelques recommandations et éléments clés. Voilà. Alors oui, notre écosystème, donc je l'ai dit, en termes d'adhérents, on a un petit peu tout ce qu'on retrouve sur la chaîne de valeur de l'industrie. On est aussi entouré par un comité scientifique qui permet aussi de valider l'aspect technique de nos travaux. Et on est aussi entouré de partenaires institutionnels, des pôles de compétitivité par exemple, puis aussi des partenaires en Europe comme l'OFAT, l'Office franco-allemande de la transition énergétique. Et puis bien sûr, on est soutenu par les pouvoirs publics, on est directement financé par l'ADEME et on travaille étroitement avec les différentes directions générales des ministères. Alors donc pour cette étude décarbonation de l'agroalimentaire, donc nous côté Alice, on réalise pas directement l'étude, on est pilote de l'étude et c'est une étude qui a été réalisée donc notamment par le CTCPA, le Centre technique de conserverie des produits agricoles, je crois, qui a aussi cofinancé l'étude et qui se trouve un des membres fondateurs d'Alice. Donc qui accompagne tout type d'entreprises sur tous ces types de procédés et produits. Voilà, ça peut être du développement de la R&D, la partie performance industrielle et environnementale dans lequel on pourrait inclure l'étude, et puis voilà, des audits, des conseils, etc. Il y a également le CRIT, donc le centre de recherche centre régional de l'innovation et du transfert de technologie, je crois. Donc là c'était le CRIT PACA, donc de la région PACA, qui accompagne tous les acteurs de l'agroalimentaire, mais que sur cette partie régionale, qui a également du coup travaillé sur cette étude. Et enfin le dernier groupe qui a travaillé aussi sur l'étude, c'est le CEREN. Donc on en a eu besoin pour toute la partie données énergétiques et économiques. Voilà, ils ont une capacité de réaliser des enquêtes qui sont assez précises
des enquêtes de consommation par type d'usage, par type d'équipement, etc., sur plusieurs secteurs, dont l'industrie. Donc on les a fait travailler pour qu'ils puissent justement exploiter toutes ces données et en faire des statistiques. Voilà pour un petit peu la présentation des acteurs impliqués dans l'étude. Maintenant, on peut passer directement dans le vif du sujet. Je vais vous parler un peu plus de l'étude décarbonation. Avant ça, donc, je vais simplement rappeler l'approche globale qu'on essaye de suivre dans le cadre de nos études, et donc on a appliqué également pour celle-là. C'est de mettre en place quand même un ordre de priorisation dans les actions qu'on met en place. Et la première brique, on le redit souvent, c'est l'efficacité énergétique. Donc comment optimiser la consommation énergétique de ces procédés, donc que ce soit au niveau des systèmes. On peut parler aussi de récupération de chaleur fatale très souvent. On peut impliquer également la flexibilité, le stockage de chaleur, etc. Ça rentre là-dedans. La deuxième brique qui vient ensuite, c'est l'intégration d'énergies alternatives. Donc là, on a à la fois les gaz décarbonés, l'électrification. On peut aussi intégrer donc, tout ce qui est chaleur renouvelable et chaleur de récupération. Vient ensuite, pour nous, donc, le captage et valorisation de CO2. C'est moins une partie sur laquelle on travaille côté ALICE, parce qu'on considère que c'est quand même spécifique à un certain nombre de sites assez limités qui maîtrisent très bien le sujet, donc il n'y a pas forcément d'intérêt pour nous de travailler là-dessus. Et on a quelques leviers transverses, donc l'économie circulaire, bien sûr, qui s'imbrique à chaque partie des leviers. On a aussi la transition numérique. On pourrait maintenant parler de plus en plus de l'IA pour optimiser ces procédés énergétiques. Et puis, il faut évidemment mentionner le nerf de la guerre. Hein. Ça reste toujours le même, c'est les modèles économiques et financement. Voilà, d'autant plus que dans la décarbonation, on a souvent des capex assez importants en jeu, donc c'est un sujet très important. Pour ce qui est des objectifs de cette étude, donc c'est vrai que je ne l'ai pas encore expliqué, mais donc, cette étude, en fait, elle est née en 2023 pour venir en appui en fait, aux feuilles de route qui ont été réalisées par certaines fédérations de l'agroalimentaire. Et ici, l'objectif, c'est d'apporter surtout un éclairage technique sur un certain nombre d'alternatives qui soient émergentes et qui pourraient permettre de décarboner ces procédés de transformation. Donc j'insiste sur la partie éclairage technique pour expliquer qu'on s'est surtout concentré sur ces deux premières briques, l'efficacité énergétique et l'intégration d'énergies alternatives. Et on n'a pas forcément regardé les enjeux économiques. Ce n'était pas l'objet de cette étude. Voilà, on l'a découpé en 3 phases. Donc la première, c'est évidemment d'établir tout d'abord un état des lieux des consommations énergétiques. Donc là, on s'est notamment appuyé sur les données du CERN. Et ensuite, de réaliser des cas d'études simplifiés sur des procédés les plus consommateurs d'énergie. Donc à la fois regarder un petit peu, affiner en tout cas les besoins, comprendre les besoins thermiques de ces procédés, puis identifier les leviers de décarbonation les plus adaptés. Et dans certains cas, quand c'était possible, on a essayé d'enrichir ces cas d'études par des applications sur des sites industriels, donc des applications théoriques, mais sur des vrais procédés, sur des vrais sites industriels, etc. Et enfin, la dernière partie, donc c'est repartir un petit peu de tous les résultats qu'on a obtenus dans la phase 1 et dans la phase 2, et d'extrapoler et essayer d'estimer donc un potentiel technique de décarbonation de ces procédés en kilotonnes de CO2 équivalent évidés par an. Donc voilà un petit peu pour la démarche de cette étude. Pour le périmètre, donc c'est aussi important de le préciser, donc l'agroalimentaire, on sait qu'une grande partie de son impact carbone est liée au scope 3. J'entendais ce matin à une table ronde, donc la BEA qui avait fait une enquête terrain, avait chiffré, je crois, 90% de l'impact carbone qui était lié au scope 3. Ici, nous, dans le cadre de nos activités ALICE, on s'est limité au scope 1 et 2. Donc c'est vrai que c'est un impact carbone plus faible pour l'agroalimentaire, mais il y a quand même beaucoup de leviers, beaucoup d'actions à mener. Voilà, donc ça c'est pour préciser. Et puis en termes de secteur,
on était surtout sur l'industrie laitière et les autres industries agroalimentaires, hors amidon et sucre. Pourquoi on a exclu l'amidon et le sucre? C'est parce qu'ils ont des feuilles de route qui sont déjà suffisamment avancées. Donc voilà pour le périmètre. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu la démarche qu'on a suivie pour la première partie, donc sur l'état des lieux des consommations énergétiques. Donc on s'est basé sur les données Ceren, comme je l'ai dit, qui datent de 2020. La première étape, c'était de regarder en fait le mix énergétique pour les secteurs qui sont inclus dans le périmètre. Et ce qu'on peut constater dans les deux cas, c'est qu'on a un peu plus de la moitié de la consommation énergétique de l'agroalimentaire qui est thermique déjà, et en plus la majorité de cette énergie thermique elle est d'origine fossile. On voit dans les deux cas qu'on n'a que 4% d'énergie renouvelable, c'est assez faible, et on a une grande majorité qui est couverte par le gaz naturel. On a un peu de fuel aussi dans les zones qui sont très rurales. Donc ça c'était la première étape. Ensuite la deuxième étape de notre travail, ça a été de regarder du coup un peu plus dans le détail comment cette consommation d'énergie thermique se découpe par procédé. Et ce qu'on peut constater, c'est que donc, dans les deux cas, pour le NCE14 et NCE12, donc on a raisonné comme ça, dans les deux cas, cette consommation d'énergie thermique, elle est majoritairement liée au procédé. Par utilité, ici, on entend plutôt tout ce qui est conditionnement d'air, chauffage des locaux, etc. Et surtout, pour les procédés, on peut remarquer qu'on retrouve à peu près, je crois, c'est 5 principaux procédés consommateurs, qui sont donc le séchage, l'évaporation concentration, le chauffage de liquide, la cuisson et la distillation. Ensuite, la troisième et dernière étape, ça a été de regarder pour chaque procédé énergivore comment se découpait en fait cette consommation énergétique à la fois par activité et par opération unitaire. Donc là, on l'a fait pour chaque procédé évoqué précédemment. Là, c'est juste un exemple pour le chauffage de liquide. On voit qu'on a par exemple 44% de la conso qui est dédiée à l'opération de stérilisation, pasteurisation. Si on regarde en termes de sous-secteurs d'activité, pour le séchage, on voit qu'on a à peu près 80% de cette conso qui est découpée sur les 5 premiers segments d'activité, en particulier notamment pour l'alimentation pour animaux. Voilà, et du coup, à partir de cette première analyse des consommations énergétiques, on a pu déterminer des cas d'études qui ont été menés dans la seconde phase. Donc en termes de critères, je l'ai évoqué, l'impact énergétique et carbone du procédé, c'était le premier critère, le plus important. Ensuite, il y a quand même aussi d'autres critères qu'il faut regarder, notamment à quel point les procédés et technologies sont communs entre les sous-secteurs, parce qu'on ne peut pas tout couvrir, donc autant couvrir des technos, des procédés qui sont assez transférables d'un secteur à un autre. Et puis bien sûr, dernier critère qui est non négligeable, c'est la disponibilité des données et dans quelle mesure aussi elles pouvaient être complémentaires avec les autres études ALICE qu'on a menées par le passé. Donc au final, on a retenu 4 cas d'études, pardon. Un premier sur le poste de chauffage liquide, stérilisation, pasteurisation. Un deuxième sur le nettoyage en place. Et ensuite un sur le séchage et sur la cuisson. Alors dans le cadre de ma présentation, je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les cas d'études malheureusement. J'en ai choisi 2 d'entre eux. Voilà, je vais vous présenter un petit peu brièvement ce qu'on a fait dans chacun d'entre eux. Alors le premier cas d'étude du coup est dédié à l'opération stérilisation-pasteurisation. Là plus particulièrement on est sur du traitement thermique continu avant dosage. Je vais pas vous refaire un cours sur la stérilisation-pasteurisation parce que déjà je suis pas du tout un expert. Mais globalement ici l'intérêt c'était de montrer un petit peu les températures en jeu. Donc pour la stérilisation en moyenne on est plus autour de 100 degrés pour une conservation plus longue durée, et pasteurisation on est plus autour de 60 degrés pour une conservation un peu plus courte durée. Bon, pareil ici je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de l'opération, mais ce
ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on a surtout 3 phases. Donc j'ai mis aussi dosage, mais bon, ça rentre pas vraiment dans la partie stérilisation, pasteurisation. On a une première phase de chauffage des produits qu'on appelle pompables. Donc là, ce chauffage, il se fait par échange thermique avec un circuit soit d'eau surchauffée, soit de vapeur. Donc souvent, c'est dans des tubes concentriques. Et puis, si on a des produits avec des viscosités plus faibles, on peut aller sur des échangeurs à plaques qui offrent une meilleure surface d'échange. Ensuite, après cette phase de chauffage, on a la phase de traitement thermique, donc maintenir à une température donnée pendant un temps donné le produit pour atteindre voilà, la pasteurisation ou stérilisation désirée. Et ensuite vient la 3e phase de refroidissement qui se fait par échange thermique aussi avec un circuit d'eau froide. Et donc dans cette opération, on utilise historiquement essentiellement de la vapeur, notamment pour la phase 1 et 2, même si c'est vrai que le chauffage, on pourrait utiliser imaginer par exemple un chauffage par résistance, c'est tout à fait envisageable. Puis on utilise aussi de la vapeur dans la partie sanitation et nettoyage en plage des équipements de traitement thermique. Donc pour ce premier cas, on a regardé un cas d'application sur une ligne de production de yaourt brassé sur un site industriel d'un de nos adhérents. Voilà. Globalement, on est sur une production annuelle de 80 kilotonnes par an de yaourt brassé. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que c'est un site qui mutualise aussi aujourd'hui certaines utilités avec un autre site voisin qui transforme le lait. Notamment, ils partagent un réseau de vapeur. Voilà. L'étape majoritaire aussi de la ligne de production de yaourt brassé, c'est la partie pasteurisation. Donc ici, vous avez un schéma de la ligne de pasteurisation de ce site industriel. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 2 boucles d'eau chaude. Une première en bas au centre, une boucle d'eau chaude à 45 degrés, qui est alimentée à la fois par de la récupération de chaleur sur groupe froid, on le voit à gauche, et puis en appoint par de la vapeur. Et en haut à droite, on a une boucle d'eau chaude à 97 degrés qui est, elle, alimentée uniquement par de la vapeur. Et donc aujourd'hui, cette vapeur, elle était produite via une chaudière au gaz. Voilà. Donc c'est surtout sur cette utilité qu'on peut jouer pour décarboner le process. En termes d'étapes, donc la première partie, on récupère le lait à 4 degrés. On a une première étape de chauffage, donc c'est la section 2 et 3, où on fait monter la température du mix de 4 degrés donc de 6 degrés jusqu'à 89 degrés par échange de chaleur, par récupération de chaleur sur le mix sortant. Ensuite, on a une autre étape de chauffage un peu plus précise pour atteindre la température de pasteurisation. Donc ça, c'est la section 4 et qui se fait aussi, cette fois-ci, via la boucle d'eau chaude à 97 degrés. Ensuite, 3e étape, donc la partie chambrage pour maintenir à 92 degrés le mix. Puis après, avec la partie homogénéisation, on va avoir une température qui va légèrement augmenter jusqu'à 96 degrés. Et donc à partir de là vient l'étape de refroidissement. Voilà, donc de passer de 96 à 12 degrés. Donc là, c'est l'échange thermique avec le mix entrant, la section 2 et 3 toujours. Et puis ensuite, on a de nouveau du chauffage en fait, pour atteindre une température de fermentation de 43 degrés, qui se fait via la boucle d'eau chaude à 45 degrés. Donc voilà pour le process actuel. Et donc ce que les réalisateurs de l'étude ont regardé sur cette partie-là, c'est comment on pouvait jouer, à quel endroit on pouvait jouer pour décarboner ce process. Donc comme je l'ai dit, la première étape, c'est de regarder l'efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, on avait déjà des mesures de consommation qui étaient en place, mais l'objectif a été d'avoir si possible une mesure un peu plus précise, en particulier sur la boucle d'eau chaude à 45 degrés, pour bien comprendre quel est le besoin énergétique en récupération de chaleur et comment jouer sur la vapeur en appoint, être plus fin sur cette consommation.
Autre possibilité aussi, c'est la décentralisation de la production de vapeur. Parce que parfois, j'entendais aussi ce matin dans notre table ronde, historiquement, on utilise de la vapeur sur tout le site, même pour chauffer à 30 degrés. Et la décentralisation, ça peut être un moyen aussi de consommer moins de vapeur. Donc ici, ça pourrait être, par exemple, si on intègre un tube immergé compact qui permettrait de produire de la vapeur uniquement à cet endroit sur le site. Second levier qu'on a regardé, donc c'est la deuxième brique, intégration d'énergie alternative. On a regardé l'électrification. Alors il y a plusieurs actions qui peuvent être menées. Sur la boucle d'eau chaude à 97 degrés, les calculs qui ont été menés ont montré qu'on était sur des puissances relativement faibles et donc on pouvait envisager tout à fait une chaudière électrique pour chauffer cette eau. Également aussi, on pourrait passer d'un réseau vapeur à un réseau d'eau surchauffé qui permettrait aussi de réduire les pertes de chaleur et du coup mettre en place aussi des pompes à chaleur. Donc que ce soit en réalité sur la boucle d'eau chaude à 45 degrés ou la boucle d'eau chaude à 97 degrés, aujourd'hui c'est des technologies qui sont quand même suffisamment matures et disponibles sur le marché. Et enfin le dernier levier qu'on a regardé, c'est la partie énergie renouvelable thermique. Donc là pareil, c'est à la place des pompes à chaleur, on pourrait imaginer qu'on mette en place du solaire thermique. Pour avoir une plus haute température, on pourrait utiliser des capteurs solaires à concentration. Et pour la boucle d'eau chaude à 45 degrés, des capteurs solaires plans, à condition d'avoir un espace au sol suffisant. Donc voilà, en synthèse, on voit qu'on a un certain nombre d'actions, un panel de solutions qui est assez important. Bien sûr, il n'est pas exhaustif, on n'a pas tout regardé, mais on voit déjà que voilà, il y a plusieurs pistes d'action. Voilà pour ce premier cas d'étude. Je vais essayer d'être un peu plus rapide sur le deuxième cas d'étude, séchage. Donc pareil, je ne vais pas refaire un cours. Donc le séchage, c'est une des principales opérations de conservation de nombreux produits alimentaires et c'est souvent la dernière opération avant le conditionnement. Et voilà, l'objectif, c'est d'atteindre, de vaporiser une partie de l'eau des produits. Donc là, c'est un petit peu un état des lieux des modes de séchage qu'on peut retrouver aujourd'hui. Globalement, ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a on parle plus de séchage au pluriel parce que ça dépend des objectifs en fait, du produit que l'on cherche à atteindre. Globalement, on a deux grandes familles qui sont d'abord donc le séchage par ébullition et puis le plus universel d'entre eux, c'est le séchage par entraînement avec l'utilisation d'un gaz d'entraînement, souvent de l'air chaud. Globalement, on a trois sous-parties. Donc, on a le séchage au soleil. C'est la technique la plus ancienne qui existe. Ça parle de soi. Le problème, c'est que c'est un peu plus difficilement pilotable. On a aussi le séchage à l'air chaud. Donc, le séchage à l'air chaud, c'est la technique qui est la plus utilisée aussi aujourd'hui. Donc on fait passer un air chaud sec au niveau du produit et puis en échange donc le produit se réchauffe et puis l'air s'humidifie. On a aussi le séchage à infrarouge qui est un peu plus compliqué quand on a des produits très thermosensibles. Pour la partie ébullition, sans rentrer dans le détail, mais on a 4 grandes familles. On a notamment le séchage micro-ondes, pour venir agiter les particules, les molécules d'eau, pour les faire évaporer. Et puis on a aussi deux autres techniques qui ne rentrent pas vraiment dans l'une ou dans l'autre mode. C'est le séchage sur lit fluidisé, c'est la partie en bas à gauche. Donc là on va utiliser la sublimation de l'eau pour le faire passer de l'état solide, donc congelé, à l'état gazeux. Et puis on a le séchage sous vide. Voilà, qui permet d'abaisser aussi la température d'ébullition et consommer moins. En ce qui concerne les pistes de décarbonation qu'on a identifiées,
Bon, rien de bien sorcier non plus. Pour l'efficacité énergétique, bah forcément, il y a aussi une question de récupération de chaleur. C'est pas forcément vrai dans l'agroalimentaire, parce qu'on est quand on est sur du séchage qui n'est pas à très haute température, on a un gisement qui est assez faible en fait. Mais sur du séchage haute température, c'est très intéressant. On a aussi l'optimisation des pilotages, la mise en place aussi de sondes hydrométriques pour voilà, connaître précisément l'humidité dans le sécheur et ainsi voilà, être plus précis sur le débit d'air, sur la température de l'air en entrée. On a aussi le séchage sous vide, je l'ai mentionné. Ça permet voilà, d'abaisser la pression, d'abaisser la température d'ébullition et donc consommer moins. Dans l'électrification, on pourrait imaginer électrifier séchoirs. Le seul problème, c'est que c'est techniquement possible, hein, mais c'est assez cher. Et donc ça pose une question, notamment dans les secteurs agro où on a beaucoup de, où on a de la saisonnabilité. Voilà, comment on amortit aussi ce capex qui peut être important. Donc séchage micro-ondes, j'en ai parlé. Et puis énergie thermique, on a surtout le séchage solaire. En termes de cas d'application pour ce cas d'étude, pareil, c'est un site existant. Là, on pourrait plutôt parler de retour d'expérience. C'est sur une ligne de production de fruits séchés et moelleux. Ce qu'on constate, c'était que, donc à l'origine, c'était un séchage qui était réalisé avec des fours à air sec alimentés au gaz naturel. Et donc cet agroalimentaire a mis en place une alternative avec du solaire thermique à concentration, couplé aussi avec une batterie de stockage. Ce qui fait qu'on a un certain nombre de combinaisons possibles, hein, en fonction aussi de l'ensoleillement et des besoins du process. Donc soit on envoie vers du stockage thermique, je crois que c'est thermocline solide, soit vers le process. Donc il y a deux process, c'est soit le séchoir, qui est à plus haute température que le pasteurisateur. Donc ça aussi, on peut jouer sur le process à alimenter en fonction de l'ensoleillement et du coup de la température de l'air qui sera chauffé via le concentrateur solaire. Globalement, bon, voilà, c'est un petit peu un schéma du process, donc avec production maximale d'air solaire chaud et sec à 250 degrés. Et on a toujours le brûleur propane qui est en un point. Et en fait, ce qui a été mis en place pour ce cas d'application, c'est un système de régulation qui est assez fin, qui permet d'ajuster la source de chaleur en priorisant l'air solaire chaud et sec, et en basculant sur le brûleur en cas d'insuffisance d'énergie solaire. Et ce qui a été constaté, c'est qu'il n'y avait aucun impact sur le produit. Voilà pour les cas d'études. Il y en a deux autres aussi que je ne vous ai pas présentés. Voilà. Et donc ensuite, c'est la troisième partie de cette étude a été dédiée donc c'est un peu un travail de synthèse sur les deux premières parties pour essayer de cartographier les actions sur les trois leviers, donc efficacité énergétique, électrification et puis intégration d'énergie renouvelable. Et puis d'identifier le taux de pénétration théorique, technique, et d'estimer un potentiel d'économie d'énergie et d'émissions CO2 évitées. Donc là, simplement une vue d'ensemble des actions qui ont été répertoriées dans l'étude. C'est pas exhaustif, on a essayé d'en couvrir un certain nombre, mais on a fait des choix déjà en fonction, pour des questions de temps, de budget, puis aussi de disponibilité de la donnée. Donc c'est une partie sur laquelle le CERN a travaillé notamment. Ce qu'on peut constater déjà, c'est pour la partie efficacité énergétique, on a une vingtaine d'actions qui ont été identifiées. Globalement, on le voit sur les procédés, les 5 procédés que j'ai évoqués en début de présentation. Notamment, on a 7 actions sur le séchage. Ça s'explique aussi par le fait que le séchage, on l'a beaucoup plus découpé par activité. On a découpé séchage de luzerne, du séchage du lait et du reste. Voilà. Pour la partie électrification, on a globalement surtout regardé tout ce qui est remontée de niveau thermique.
Donc je pense aux pompes à chaleur essentiellement, et puis aussi à la recompression mécanique de vapeur, qui est comme une PAC, mais à la vapeur. Les technologies membranaires, technologies aussi de résistance et infrarouge. Et puis ce qui a été regardé aussi, c'est les autres technologies un peu plus électromagnétiques, donc induction, basse fréquence et micro-ondes, haute fréquence. Pour le troisième levier, donc recours aux énergies renouvelables thermiques, ce qu'on a regardé, c'est surtout 5 grandes familles. Donc, je l'ai mentionné un certain nombre de fois, le solaire thermique, la biomasse, la méthanisation, l'hydrogène et la géothermie. Voilà. Bon, rapidement, pour parler des résultats de cette analyse, ce qu'on constate, c'est qu'on a, sur les actions d'efficacité énergétique en particulier, on a estimé qu'il y aurait entre 3 et 7% d'économie d'électricité, entre 10 et 19% d'économie de vapeur et entre 6 et 17% d'économie de combustible. Ici, vous voyez qu'on a différencié vapeur de combustible hors chaufferie, parce que voilà, la vapeur, elle est dépendante du combustible en entrée de la chaudière et beaucoup plus facilement décarbonable que les combustibles à usage direct. Un petit rappel intéressant, c'est que les procédés représentent que 7% des consommations électriques du secteur et 89% de l'énergie thermique du secteur. Donc il y avait beaucoup plus d'actions sur la vapeur et combustible. Les conclusions de cette analyse ont été que on a un certain nombre d'actions qui sont relatives donc à la valorisation de la chaleur perdue, de la chaleur fatale. Ça recouvre à peu près 40% du potentiel d'efficacité énergétique sur la partie énergie thermique. On a aussi regardé donc, tout ce qui est actions relatives au comptage de l'énergie, la régulation, la mesure. Et globalement, c'est 100% du potentiel de l'énergie électrique et entre 18 et 30% du potentiel d'efficacité énergétique de l'énergie thermique. Un chiffre intéressant à vous partager, c'est que ce qui a été constaté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que 22% des sites de l'agroalimentaire qui disposent d'un outil d'analyse et de suivi des dérives de consommation énergétique. Voilà. Donc il y a du gisement, il y a des actions à mener là-dessus. Et globalement, c'est un chiffre comme ça qui n'a pas forcément de valeur, mais on a estimé autour de 290 kilotonnes de CO2 équivalent évité par an. Donc en termes de recommandations, ça découle assez logiquement des conclusions. L'idée, c'est de poursuivre les démarches qui permettraient de promouvoir et généraliser tout ce qui est système de mesurage et de surveillance et de régulation. Donc il y a des fiches qui existent, des fiches C2E, il y a la norme ISO 50001 aussi. Et puis on pourrait aussi imaginer l'opportunité de créer une autre fiche C2E sur le sujet. On sait qu'il y a une fiche, donc l'Indut T136, qui est dédiée au système autorégulé. Je ne sais pas si elle a encore d'actualité cette fiche, mais en tout cas elle a existé. Et on pourrait imaginer qu'on ait aussi un petit peu une régulation un peu plus large sur simplement les procédés thermiques ou procédés électriques. Et puis tout ce qui est valorisation des énergies perdues, il y a pas mal d'aides à l'investissement aujourd'hui, que ce soit via le dispositif des C2E, récupération de chaleur sur groupe froid par exemple, ou le fonds chaleur. Le second levier, donc l'électrification, globalement, si on regarde un petit peu le gisement de décarbonation qu'on a regardé, on est à peu près à 2/3 qui est lié aux machines thermodynamiques, donc les pompes à chaleur et la recompression mécanique de vapeur. Donc, principale conclusion de cette analyse, c'est que forcément, si on électrifie, on consomme plus d'électricité, donc en tout cas théoriquement, on aurait une consommation d'électricité induite qui s'élèverait à 5,5 TWh et une puissance électrique de 920 MWh. Donc c'est à peu près l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire en plus. Donc une puissance électrique apparente qui serait un peu plus élevée, 950. Et donc bien sûr, qui dit électrification, dit adaptation des infrastructures électriques nécessaires, que ce soit en dehors du site. Et donc là, notamment, il y a quelques semaines, il y a RTE qui a publié sa stratégie
d'orientation à horizon 2040 sur l'évolution des infrastructures électriques et un maillage aussi des lignes haute tension. Parce que c'est nécessaire, si on veut électrifier son site, on est quand même dépendant de la disponibilité autour, quoi. Et puis, un élément à prendre en compte, on a regardé que les packs basse température, donc inférieur à 100 degrés. On n'a pas considéré le potentiel des packs très haute température. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est juste qu'aujourd'hui, on considère que ce n'est pas suffisamment mature et que ce n'est pas directement disponible. Voilà. Il y a encore du développement à faire sur cette partie-là. Et donc là, on peut constater qu'on a un potentiel d'émissions évitables estimé qui est plus du double de celui de l'efficacité énergétique. Pourquoi ? Déjà, ça s'explique par le fait que c'est un potentiel théorique technique et qu'on n'a quasiment pas d'électrification aujourd'hui. Et puis surtout que sur la partie efficacité énergétique, il y a déjà un certain nombre d'actions qui ont été menées depuis une vingtaine d'années. Donc le gisement était plus faible. Troisième et dernier levier, donc substitution par des énergies renouvelables thermiques. On a fait notamment un focus important sur le solaire. On a essayé de construire une méthodologie, notamment avec Newit, un de nos adhérents, sur la partie estimation du potentiel du solaire thermique. Donc à la fois un besoin de regarder, de cartographier le besoin de chaleur par procédé, par niveau de température, et par région, parce que c'est très dépendant des régions, de l'ensoleillement, et puis le taux de couverture solaire par niveau de température et par région, pour déterminer un potentiel d'intégration d'énergie solaire qui soit logiquement aussi par procédé et par région. Bon, ça c'est un diagramme qui remonte un petit peu, on a regardé surtout pour 3 procédés qui collaient bien en termes de température, cuisson, le séchage et le chauffage de liquide. Et voilà, vous avez quelques chiffres là-dessus. On est autour de 2 TWh pour chacun des procédés. Et puis des émissions évitables aussi autour de 500 kilotonnes de CO2 par an pour chacun des procédés. Bon, un exemple, il y en a plein d'autres. Ça commence à dater un peu maintenant, mais bon, c'était vachement d'actualité il y a un an quand j'ai commencé à faire les premières restitutions de l'étude. Un exemple assez intéressant de démonstrateur qui a bien fonctionné, qui montre qu'on peut utiliser de l'énergie solaire dans l'agroalimentaire et pas simplement pour l'eau chaude sanitaire. Donc là, c'était la plus grande centrale solaire thermique qui a été inaugurée sur le site de Lactosérum à Verdun en décembre 2023. Et qui permettait de préchauffer l'air des équipements de déshydratation en complément pour atteindre les 162 degrés apportés par les chaudières vapeur. Voilà un exemple concret. Ce matin aussi, j'entendais le gagnant du prix Energia qui avait aussi mis en place du solaire thermique qui permettait de réduire jusqu'à 30% sa consommation sur des journées d'ensoleillement assez importants. En synthèse, donc je ne vais pas présenter chaque résultat d'énergie renouvelable thermique, mais en gros, le solaire thermique, c'est quand même un potentiel très important. C'est une solution qui est très pertinente pour le secteur en termes de température, de disponibilité, ça fonctionne bien. Pour la biomasse, on a aussi un gisement qui est très important. Là, je parle surtout de la biomasse bois-énergie, donc hors méthanisation et hors gazéification. Et c'est ce que j'ai expliqué à nombreuses reprises, mais on a vraiment regardé d'un point de vue technique. Et il y a quand même, il faut le prendre en compte, il y a un bouclage qui est nécessaire entre disponibilité et besoin. Il n'y aura pas de la biomasse bois-énergie pour tout le monde. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Méthanisation, pour l'agroalimentaire, c'est d'autant plus vrai qu'on peut valoriser les coproduits du secteur. C'est un levier important aussi, voilà. Et puis on a regardé aussi gazéification, hydrogène et géothermie. Alors pour le coup, on n'a pas pu estimer de potentiel d'émissions évitables. Pour la gazéification notamment et pour la géothermie, c'est parce qu'il y a aussi des travaux de R&D qui doivent encore être menés sur la faisabilité technico-économique. Pour l'hydrogène, c'est un peu différent, c'est qu'on considère aujourd'hui que c'est pas du tout un secteur prioritaire. Et puis en termes de température, c'est
c'est pas du tout, voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes températures, donc c'est beaucoup moins pertinent. Bon, pour conclure, je ne sais pas quelle heure il est. Pour conclure, synthèse de l'étude. Donc, pour les 3 leviers, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'efficacité énergétique, qui même si ne représente pas le gisement le plus important, j'insiste dessus, c'est la première étape et c'est les actions les plus simples à mettre en place. Il faut promouvoir et généraliser les systèmes de mesure et de surveillance des consommations énergétiques. Déjà, on peut avoir des gains qui sont significatifs. Voilà. Pour la partie électrification, c'est surtout soutenir les projets de R&D sur les packs haute température, parce qu'aujourd'hui, on considère qu'on est mature à peu près jusqu'à 120 degrés. Mais voilà, on pourrait imaginer qu'on puisse monter au-delà des 200 degrés et du coup couvrir quand même l'ensemble des besoins thermiques de l'IA, ou une bonne partie en tout cas. Et donc ça implique d'adapter les infrastructures électriques. Pour l'énergie renouvelable thermique, il faut poursuivre le déploiement des énergies renouvelables, donc profiter des dispositifs qui existent, comme le fonds chaleur. Et puis soutenir aussi tout ce qui est projet de R&D pour la partie gazification. Et puis sur la partie géothermie profonde, voilà, où le gisement est encore aussi, la faisabilité technique et économique est encore très incertain aujourd'hui. Pour l'énergie solaire thermique, il y a un besoin aussi de clarifier, préciser le potentiel existant. Et puis on l'a vu dans l'exemple de l'industriel qui produit des fruits secs. On peut le coupler également avec du stockage thermique, c'est très intéressant pour profiter aussi du fait que le solaire, c'est une énergie intermittente. En termes de valeur, je les ai déjà évoqués, c'est pas forcément ce qu'il faut retenir à mon avis de ma présentation. Voilà pour ma présentation sur l'étude décarbonation de l'agroalimentaire. Donc c'est une étude qui a été réalisée pour le compte de nos adhérents, et donc le contenu complet est réservé à nos adhérents. Mais il nous arrive aussi parfois de faire certaines synthèses publiques qui sont là disponibles. C'est des documents publics. On en a notamment 4. J'ai des exemplaires avec moi ici si vous le souhaitez, sur la partie déjà certificat d'économie d'énergie. Comprendre, introduire un petit peu le dispositif, de quoi peut bénéficier l'industriel, mais surtout faire un focus sur la partie élaboration des fiches C2E, parce que les fiches C2E, elles doivent émaner des acteurs, des industriels, des offreurs de solutions, etc. C'est pas l'État qui crée les fiches. On a aussi 2 études qui nous ont notamment servi pour celle-ci. C'est potentiel d'électrification des procédés thermiques, qui avait été réalisé en 2023, et intégration des gaz décarbonés. Voilà, donc on s'est pas mal basé dessus pour récupérer les données, les valeurs qu'on avait collectées. Et une dernière, c'est sur l'effacement. J'ai pas trop évoqué ce sujet aujourd'hui, mais c'est aussi un levier d'action qui peut permettre d'avoir des gains énergétiques, puis aussi surtout des gains financiers. Vous pourrez retrouver aussi des schémas thématiques et techniques sur la décarbonation. On a essayé de construire un schéma de réflexion type sur la chaleur fatale. Voilà, tout ça c'est sur notre site public, et puis j'ai des exemplaires en version papier si vous le souhaitez. Tout simplement aussi pour rappeler, donc je l'ai expliqué, nous on mène des études collectives pour le compte de nos adhérents, et c'est des sujets qui viennent de nos adhérents. C'est via des groupes de travail, etc. C'est pour ça qu'on parle d'études collectives. Donc là, c'est simplement une cartographie des sujets qu'on va mener cette année, qui ont été votés il n'y a pas très longtemps. Par rapport à l'agroalimentaire, il y a notamment l'étude valorisation de l'eau qui est intéressante. Et puis l'étude aussi modernisation versus changement d'équipement. Je crois qu'on va regarder par exemple les autoclaves. Voilà. J'en profite aussi pour partager une petite actu sur un congrès qu'on va mener en septembre 2025, qui aura lieu à la Cité internationale universitaire de Paris, et qui est ouvert à toutes et à tous, bien sûr, dont la thématique cette année, c'est surtout de focuser sur 2030
et de regarder aussi les feuilles de route, les perspectives au-delà. Bon, voici un petit peu la ligne éditoriale, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura des conférences, des keynotes, il y aura également des tables rondes, des temps de partage, de networking, et puis on a tout un temps aussi un peu plus convivial avec cocktail et dîner de gala. Et globalement, l'objectif cette fois, c'est de mettre en avant des retours d'expérience, des technologies innovantes qui ont un fort impact au niveau de la décarbonation, et de l'ouvrir le plus possible aussi à l'échelle européenne. Voilà, des projets un peu plus dimension européenne, c'est ce qu'on cherche à mettre en avant. Et donc c'est un petit peu un appel que je souhaite vous lancer. Si vous avez des retours d'expérience, des projets intéressants à partager, n'hésitez pas à répondre à notre appel à la communication qui est disponible sur notre site. Et puis sinon, vous pouvez venir me voir aussi à la fin de la présentation. Voilà. N'hésitez pas. Et les places aussi en tant que participant, seront bientôt lancées, je crois. C'est courant avril ou quelque chose comme ça, ouais, prochainement. Voilà, merci de votre attention et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions.